revenir par le côté piste. Ça va encore? Ah là oui. Ouais. Allez voir voler. Là c'est bien. Bien d'ailleurs. Bien d'ailleurs. Ah, on n'a pas prévu ce beau temps. Simone, dont l'esprit, l'âme et le souvenir est toujours dans son petit Jonel, jaune paillasse et bleu pâle. Il y a un siècle, on s'est dit ça serait bien de voler comme les oiseaux avec des Saint-Cloud. Jean-Baptiste avait laissé l'avion et Jean a pris la suite de l'avion. Et l'avion, on le verra tout à l'heure, encore que le vent soit un tout petit peu. Vous verrez tout au long de l'après-midi de grands avions de ligne peut-être au-dessus de nous, aller vers Orly. Et pour le business, pour retrouver la famille ou la famille. Donc nous sommes désormais une espèce qui vole. Et cette espèce qui vole se doit évidemment du ciel d'un siècle. Le balise historique qu'on va remettre en l'air. On va aussi vous parler de l'aviation d'aujourd'hui, c'est bien évident, mais des parachutistes, alors que reviennent les 3 machines très légères de 2 somptueux Douglas DC-3 que vous avez vu décoller tout à l'heure. Dans le fuselage, il y a plein de parachutistes. Et comme ils aiment ça, pour beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas, pour beaucoup d'entre nous qui pilotons, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui peut pousser les gens à descendre des navires. Toute cette verdure, vous avez aussi les odeurs, exactement comme on peut le faire avec un planeur. Des remontées d'air chaud, l'air est assez chaud parce que le soleil tape.
la séance vous est juste devant les spectateurs. C'est un sport, un vrai sport avec une fédération nationale de parachutisme équipée même d'un presse pour faire passer le voyage aérien. Ça formait des couchettes et ainsi il y a 200 ainsi le conflit. Et puis arrive à la guerre et le DC-3 devint le C-47 chez les militaires ou le Dakota chez les Britanniques. Et cet avion-là, même s'il n'était pas armé, devint véritablement tellement indispensable à la guerre que lorsque, à la fin du conflit, le général Eisenhower fit une espèce d'état des lieux en disant bah, si on a gagné la guerre, c'est parce qu'on savait faire ci, parce qu'on avait tel équipement à notre disposition. Et ben, il mentionna le DC-3. Imaginez simplement 4 rangées de 100 avions. Ça commence à faire du monde. Et ben, il y a encore à peu près 400 DC-3 qui volent de par le monde. Plus grand chose à exploiter. Cet avion avait été dessiné donc par le bureau d'études animé par un certain Donald Douglas. Dans une espèce d'atelier Boeing, ça se visite, hein, on peut visiter certaines unités de production. Le plus grand, c'est une pièce qui mesure 1,6 km de long, 40 mètres de haut sous le plafond et 400 mètres de profondeur. Quand vous êtes chez Boeing, ben, vous rencontrez à tout bout de champ, vous rencontrez des gens qui ont des avions plein la tête, qui rêvent de ça, qui vivent de ça, qui adorent ça. Ils sont en train de décoller un certain nombre de principes, c'est qu'ils sont porteurs d'une cocarde française. Et c'était dit, ça, un bel anniversaire, commémorer à notre façon les 100 ans de l'aviation navale française. Quand il y en a qui parlent de l'aéronavale, on dit aéronautique navale, alors que c'est long, effectivement, aéronavale, raccourci, qui sonne bien d'ailleurs, pas mal. Donc les 100 ans de l'aéronautique navale. Dans le ciel, là, l'avion qui est en train de faire des ronds, avec son aile haute, a fait partie effectivement. Et donc Pierre, qui est une véritable intuition, un bateau plein de science. Et à l'issue de... Bonjour d'abord à tous. À l'issue des guerres, on se retrouve sous... Mais par contre, le vaincu nous a laissé des plans, du matériel, et donc on récupère tout ce que l'on peut pour essayer de gréer et regréer. À chaque époque de l'aéronautique, eh bien, on a eu besoin de transporter des généraux, des officiels. Alors on a pris ce qu'on dans avait la sous marine. la main. Dans la marine, ça s'appelle un amiral. Un amiral. Comme le disait Pierre à l'instant, à la fin de la guerre, l'aéronautique, l'industrie française était exsangue. On faisait plus d'avions chez nous, pour cause. Et donc il fallut relancer l'industrie. Qui avait depuis trop longtemps pratiqué la conduite à la mer des bureaux de la place royale, hein, pas loin de la Concorde là-bas, et donc... Mais en étant totalement factuel, par les 2 meilleurs avions de SAS. Et celui-là, la Ranger, est donc Et 2 super étendards modernisés en file indienne. Les crosses sont sortis. Les Grumman, regardez-le, il va partir pour Lausanne. Je dirais à Lausanne, quand vous décollez de Lausanne, derrière il y a le lac. Alors ça fait virtuellement la mer. le Grumman. Pleine balle, 302. On est catapulté en premier, on se retrouve au-dessus de la zone d'opération et on va donner toutes les informations grâce à ce radar. À l'intérieur, 2 pilotes, et le hasard fait que... À l'arrière, 4 dérives, dont une ne sert à rien. Et qui a cette particularité, vous pouvez lui dire bonjour, il vous regarde. Et là, quelques instants plus tard, les turbulences amènent l'avion déconstruit par Marcel Dassault. Et Marcel Dassault avait cette particularité de faire des avions petits, de façon à ce que l'encombrement soit minime et également l'entretien le plus optimal.
grâce à justement toute cette force déployée qui permet aujourd'hui que nos enfants également puissent connaître la paix et à ce titre-là, à ce nom-là, eh bien que la nation remercie ceux qui les servent tous les jours. Et à ce titre, je vous demande de les applaudir très fort. Merci. Pour l'Andivisio, le Hawkeye est reparti, lui pour Lorient. Je vais laisser le micro maintenant à Bernard, que je vous demande également d'applaudir parce que Bernard, c'est la Ferté-Alais. La Ferté-Alais, c'est Bernard Chabert. On l'applaudit très fort. Attendez, c'est pas fini, on verra ça tout à l'heure. L'équipage que vous avez vu travailler, il y en a qui aiment bien en remettre une couche. Merci jeunes gens. Constructeur d'avions. Monsieur Louis, au début, il ne faisait pas du tout des avions, il faisait des éclairages pour automobiles. Il faisait des lampes à acétylène qu'on accrochait au museau des autos, de façon à essayer d'y voir vaguement la nuit. Avec une croyance commune. Mon Dieu, ça turbule cet après-midi. Oh là là. Vous voyez ce que c'était l'aviation des tout débuts. Et là, on était vraiment aux limites du domaine civil. Voilà donc structure souple, ô combien, avion fabriqué en... C'était pas du bambou, c'était du bois, et ces avions avaient été dessinés par des gens, on a tendance, vous vous rappelez, à l'issue d'un film célèbre qui s'appelait Les Merveilleux Fous Volants, dans leur rôle de machine. Un Blériot équipé d'un moteur rotatif, le Rhône, de 80 chevaux, qui a un son caractéristique. Écoutez ça. Ça, c'était le bon. Au bar, il se racontait l'avenir, il se racontait le futur. Monsieur Blériot imaginait même qu'un jour, on mettrait une centaine de passagers dans un avion pour leur faire traverser l'Atlantique. Il rêvait de ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 1900. C'était une époque extraordinaire, technique. Aujourd'hui, on parle de technologie, à l'époque, on parlait de technique, qui permettait de penser des avions. Et ce phénomène de maîtrise de plus en plus grande de l'objet aéronautique. Eh bien, certains artilleurs s'étaient dit, mais finalement, avec des avions, on n'a qu'à amener les obus dans les avions, et les obus, on va les empeigner, Et puis l'autre s'était dit, mais mitrailleuses légères, et ils inventèrent ainsi l'aviation de chasse. C'était pas là, le but était de faire des avions qui soient les plus efficaces possibles. Des deux côtés, côté allemand et les alliés de l'Allemagne impériale, et du côté des alliés franco-britanniques, de concours d'acrobatie dans le ciel, alors qu'en réalité, les avions étant armés, total pour tous les aviateurs du monde, athlétique, et en même temps, Richthofen avait également une aura. C'était un véritable leader, un meneur d'hommes. Ainsi, si je suis touché en combat, on ne verra pas mon sang couler sur l'avion. C'était romantique, peut-être, c'est le genre de déclaration que Richthofen n'avait probablement jamais prononcée et qui avait dû être inventée par un reporter. Ça existait déjà, oui. Lorsque Richthofen fut abattu d'une balle dans la tête en combat aérien, il avait été abattu par un pilote britannique, donc on pense qu'il était Albert Ball. Lorsque Richthofen fut abattu, les soldats alliés, véritables stars par exemple, chez les chasseurs français, il y en avait un qui était extraordinaire à tout point de vue, y compris d'ailleurs au niveau de son apparence physique, c'était Charles Winchester, qui était un grand type blond, qui passait son temps, pratiquement chaque fois qu'il avait abattu 7 ou 8 avions allemands, il se faisait descendre à son tour et blessé, et il présentait ses propres blessures comme avec un bras bandé ou la tête bandée, peu importe. Il arrivait évidemment les plus belles femmes de la capitale.
Il y en avait d'autres qui étaient un petit peu moins flashy quand même, comme par exemple Georges Guynemer. Et Georges Guynemer est d'ailleurs devenu le saint patron, on va dire, de l'armée de l'air française, puisque sa devise personnelle, qui était faire face, sa devise personnelle est devenue la devise officielle de l'armée de l'air française. Et Guynemer s'était tellement bien accroché à son rêve qu'il avait fini malgré tout par passer à travers les... Parce qu'il avait un sens du commandement, parce que ce type était non seulement un fine, mais également c'était un officier de grande stature, René Font. Et René Font, c'est le pilote de chasse le plus titré de la première. Ainsi sont nés les Chevaliers du Ciel. Certains furent vaincus, d'autres furent vainqueurs, mais surtout beaucoup ne connurent jamais la fin de la guerre. Le nombre de tués parmi les pilotes était effarant. Et cette escadrille s'était elle-même baptisée, ces aviateurs américains s'étaient eux-mêmes baptisés l'escadrille Lafayette, en hommage au marquis de Lafayette qui était allé à la fin du XVIIIe siècle face à la colonisation britannique. Du côté des Allemands, eh bien, ils étaient vaincus, mais ils avaient laissé une véritable... Il était hollandais et ce jeune homme c'était un très fin architecte en avion, et Anthony Fokker avait posé les bases d'une énorme industrie qui... C'était celui de M. Canut et de M. Brion. Grâce à cette guerre, à l'issue d'une guerre, on ne peut pas employer ce mot-là, on ne peut pas dire grâce à cette guerre, non. À cause de cette guerre, l'aviation s'était développée, on avait commencé de construire littéralement des dizaines et dizaines de milliers, et certains voulaient continuer à voler. Alors certains voulaient continuer à voler dans les armées, et les industriels qui avaient fabriqué les avions de la Première Guerre. C'est un petit peu l'équivalent volant de messieurs Rolls et Royce en Grande-Bretagne. C'est fantastique que les industriels français fassent les messieurs. Vous entendez cette chanson? Écoutez les paroles. Alors imaginez qu'en ouvrant votre télé le soir, vous entendiez, après Laurence Ferrari, un avion qui fut dans les années 1920, l'avion école basique. Et cet avion-là, c'est un trésor. C'est un trésor parce que c'est le seul d'une société fabriquant des avions qui s'appelait Boeing. Toulouse était une ville qui n'avait pas de ciel au-dessus de sa tête. À Toulouse, il y avait la mémoire de la ville. Eh bien, à Toulouse, on prend la mémoire de la ville, on prend la mémoire de Didier Dora, on prend la mémoire de Mermoz, de Saint-Exupéry, de Guillaumet, de Vacher, de Rennes et des autres, de tous ces types qui ont inventé l'aviation commerciale à la mode française. Les 30 en France, le Front populaire arriva aux affaires et le Front populaire s'accompagna d'une démocratisation, on va employer le mot, de l'aviation. Le Front populaire avait pensé que l'aviation était une école, mais pas une école contraignante. Si vous prenez quelqu'un, surtout s'il est jeune, et que vous lui dites « Tu vas apprendre ça, te le coller entre les oreilles », il y a de fortes chances pour qu'il se rebelle, et il aura raison. Par contre, tiens, tu sais que tu peux apprendre à piloter. Parce qu'en fait, piloter, c'est pas si compliqué. Un jeune homme de 18 ans qui n'avait pas son permis de conduire. Aujourd'hui, ça paraît normal, c'est presque une infirmité de ne pas avoir son permis à 20 ans. Mais à l'époque, personne n'avait de voiture à 20 ans. Et grâce à ces petits avions, spécialement conçus pour être économiques, sucer l'essence, même pas avec des verres à dents, mais avec des dés à coudre, eh bien, on lança l'aviation comme une culture populaire. Et dans ce pays, comme dans d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a ces années juste de l'immédiat avant-guerre en France furent les années du développement dans le ciel au-dessus. Tiens, vous aimez l'architecture des années 30, si vous aimez cette période-là au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le design, l'équivalent volant
de cette énorme élégance. Vous aviez en France des voitures comme les Bugatti, étaient Morane et Saunier. Et donc dans le ciel, aux mains de la chinette, Monsieur Chinetti, c'est un Italien d'origine, mais nul n'est parfait. Extraordinaire. Des avions qui étaient, on vient d'en voir deux, qui vont faire la même chose. Sauf que la suite n'est pas la même. Vous allez enlacer tendrement un Jupiter. Mais quand même, avant, vous l'aurez amené valser. Oui, encore que, il y en a qui. D'accord, on l'a vu. Lui aussi, remorqué par un moteur Siemens, possède un Mustang et s'en sert le bourg. Il pilote pas si mal. Même que son assureur le laisse.